Dans un monde du travail changeant, incertain, complexe, les salariés peuvent vite se sentir désorientés. Mon invitée, Caroline Loisel, explore les dynamiques du futur du travail et accompagne les entreprises pour construire de nouveaux repères. Bonjour Caroline. Bonjour Manon. Merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est un plaisir. Petite question d'introduction. Si vous aviez le droit à un vœu pour transformer le monde du travail, qu'est-ce que vous feriez ? C'est très simple. Je souhaiterais que le monde du travail soit plus flexible, à l'inverse de rigide. Ça veut dire plus flexible dans les formations, dans le fait de pouvoir faire son métier, pourquoi pas à temps partagé si on en a besoin avec une autre personne. Ça veut dire pouvoir avoir une pause tous les 3 ans, une pause de 6 mois pour faire des choses qu'on a à faire et en étant certain de retrouver son job, par exemple. Ça m'a l'air formidable. N'est-ce pas ? Moi, je veux ce monde. Moi aussi, j'aimerais bien. Pour commencer la vidéo, j'aimerais bien qu'on essaye de comprendre ensemble le concept de désorientation des salariés dont vous parlez vous-même parfois. Qu'est-ce que c'est concrètement ? La désorientation, en fait, clairement, c'est la perte de repères. Donc, ce qui est certain, c'est que je pense qu'avant les années 2000, il y avait plus de repères dans le monde de façon générale et dans le travail de façon un peu plus singulière. Aujourd'hui, entre un monde totalement en désordre, et le mot est faible, et un rapport au travail qui est en train de changer, on ne situe plus le travail au-dessus ou au centre de toutes ces priorités. Il y a des études là-dessus, c'est la Fondation Jean Jaurès notamment, qui montre que en 30 ans, le travail a perdu une place, donc il était plutôt à la première. Le travail était considéré comme très important, au-dessus de la famille, au-dessus des amis, au-dessus de ses loisirs. Et maintenant, il est considéré comme important. Les priorités ont changé. Exactement. Selon vous, qu'est-ce qui explique cette perte de repères ? Quelles sont les causes profondes ? Alors, il y a plusieurs choses parce que finalement, en fonction de son âge, on n'a pas forcément les mêmes vecteurs de désorientation. Alors, les plus communs, c'est ceux qu'on vient de citer et qui sont communs à tout le monde. Le monde en désordre, un nouveau rapport au travail, ça c'est sûr. Après, si on va un peu plus dans le détail, la désorientation, elle vient aussi d'une période où on a tellement plus de choix et on a tellement connaissance de tous ces choix. Je prends l'exemple de Parcoursup, qui est en cours. On a quand même jusqu'à 10 vœux. Moi, il y a 30 ans, j'avais dû envoyer, maximum 5 dossiers. Et je crois que c'était précisément 3. J'avais visé une école, voilà, c'était des prépas plutôt, une prépa ingénieur et 2 prépas d'école de commerce, point. Aujourd'hui, vous pouvez aller jusqu'à 10 vœux. Et ce choix, on le retrouve aussi partout. Il y a un meilleur accès à la connaissance. Donc, autant avant, on était un peu dans des parcours linéaires, j'ai envie de vous dire monolithiques, en tous les cas, pour toutes les personnes qui, en général, avaient des diplômes assez importants. Après, il y avait l'autre catégorie de la population qui n'avait pas forcément de diplôme, mais qui pouvait se permettre, je connais des personnes autour de moi, mais qui ont déjà fait 10 métiers, voire 15 à 50 ans, et qui pouvaient switcher de façon très simple, et plutôt fluide, dans un marché qui était assez doux, j'ai envie de dire. Il est un peu plus dur, le marché, aujourd'hui. Donc finalement, cette désorientation des salariés, c'est un phénomène assez nouveau ? Alors, c'est marrant parce que j'ai posé la question à Google. Je suis désolée, je suis encore à l'ancienne. Pas ChatGPT. Non, mais parce qu'en fait, pourquoi j'ai fait Google ? Parce que je voulais savoir les articles qui remontaient. J'ai trouvé un article en 2001, un autre en 2014, et puis évidemment là, depuis 2023, des articles sur désorientés, démotivés, démobilisés, désengagés. Donc je ne crois pas que le phénomène soit nouveau, en tous les cas pas actuel. Je le situerais plutôt après les années 2000. Ça ne veut pas dire qu'il y avait des personnes avant les années 2000 qui n'étaient pas désorientées, mais aujourd'hui c'est plus audible, c'est plus visible. On est quand même à un moment du monde où on vit, j'allais dire subir, on vit, on doit cohabiter avec plusieurs transitions, avec plusieurs transformations. Le rythme des transformations des organisations s'est accéléré. Avant, il y avait des transformations tous les 5 ou 10 ans. Aujourd'hui, c'est minimum tous les 3 ans. Moi, j'ai entendu des entreprises qui assuraient des triples transformations. Globalisation, plateformisation, mutualisation.
on fait en plus, à chaque fois, c'est multiple. Donc forcément, pour les collaborateurs, ça tangue beaucoup quand même. Merci Caroline. Deuxième thématique que j'aurais voulu aborder avec vous dans cette interview, c'est comment est-ce qu'on s'adapte quand on est une entreprise, notamment en pleine transformation. Et premièrement, quelles sont les conséquences de cette désorientation sur l'engagement, mais aussi sur la performance, voire sur la santé mentale des collaborateurs, des salariés? Vous parliez des étudiants aussi tout à l'heure, ça peut... Alors, les chiffres, ils sont assez clairs là-dessus. On assiste quand même à plus d'absentéisme sur toutes les populations. On assiste à plus d'arrêts, des arrêts maladie, que ce soit pour des troubles physiques ou des troubles plus psychiques. Et en plus, les arrêts sont de plus en plus longs. Donc, il y a quand même quelque chose qui est en train de se passer sur une forme de travail qui, manifestement, ne permet plus aux collaborateurs de rester en poste et d'accomplir leurs tâches sereinement. Ça, c'est les chiffres principaux sur les conséquences. Après, en termes de conséquences, on ne va pas non plus oublier des populations qui, aujourd'hui, sont un peu plus touchées par la désorientation. En fait, c'est les deux extrêmes. Là, on démarre avec les jeunes, parce qu'on voit bien qu'il y a de plus en plus de tâches qui maintenant vont être faites par l'IA générative. Si vous regardez dans le droit, il y a des études, et dans le conseil aussi, des études qui commencent à sortir, où finalement les tâches qu'historiquement on donnait aux plus jeunes, qu'ils soient stagiaires, alternants ou débutants en CDI, elles sont faites par l'IA générative. Donc il va y avoir un effet domino, parce que ça veut dire qu'on va leur donner des tâches, alors certes à plus haute valeur ajoutée, mais qu'est-ce qui va se passer pour les personnes qui ont 3 à 6 ans d'expérience au-dessus d'elles? Ça désoriente tout ça. Les seniors aussi, un taux d'activité des plus de 55 ans à autour de 65%, c'est quand même inquiétant, sachant que la population est en train de vieillir fortement. Ça, les statistiques ne mentent pas là-dessus. Comment on va accompagner ces populations qui, en plus, sont censées travailler de plus en plus longtemps potentiellement? Alors, je crois beaucoup aussi aux périodes de flexibilité pour ces populations, si elles en ont les moyens de travailler à temps partagé. Parce que je vois pas comment, aujourd'hui, on trouve une recette magique, là, en 3 mois, pour faire que ces seniors soient moins désorientés. Je commence à entendre beaucoup trop de cas de personnes qui ne trouvent pas de travail au-delà de 45 ans. Ou en tous les cas, qui prennent un peu plus d'1 an pour en trouver un. Comment est-ce que les entreprises, elles peuvent réagir, si je puis dire, pour justement éviter que ces conséquences prennent trop d'ampleur? Alors déjà, pour éviter la désorientation, je trouve que les entreprises, elles ont quand même un rôle d'expliquer la vision, d'être transparent sur la vision. Je veux bien qu'on dise que c'est pas grave, l'IA, ça va nous permettre de faire des tâches à plus haute valeur ajoutée, mais enfin, on pourrait peut-être aussi assumer qu'on va peut-être avoir moins besoin de personnes. Et autant le dire assez vite, parce que finalement, comment on accompagne le maintien de l'employabilité des personnes qui, peut-être, à un moment donné, vont se retrouver sur le chemin de la sortie, sauf qu'elles vont le savoir, aller peut-être dans 2 ans ou dans 5 ans, et qu'elles n'auront pas eu le temps de se préparer. Donc, pour moi, le devoir d'une entreprise, c'est d'avoir une vision claire. On dit par exemple, voilà, je mets en place de l'IA dans l'équipe, tout le monde doit désormais avoir accès à la donnée. Alors qu'en fait, la donnée, avant, elle était accessible à un certain type de population, à un certain type de métier. Donc les personnes qui sont liées à ce métier-là, elles se sentent un peu dépossédées, elles ne comprennent pas pourquoi. Et elles peuvent évidemment se dire qu'à un moment donné, on aura moins besoin d'elles, puisque tout le monde pourra finalement aller interroger les bases. Je donne cet exemple, il y en a plein d'autres. Donc je pense qu'il faut être transparent, une forme de sincérité relationnelle, et en tous les cas, juste un mot, un devoir d'accompagner l'employabilité de ses salariés. Troisième thème de l'interview, comment est-ce qu'on réinvente le monde du travail de demain? Et justement, première question, comment on évite que cette désorientation, elle se transforme en désengagement de la part des salariés qui pourraient, par exemple, ne pas se sentir assez accompagnés par leur entreprise? Je vais reprendre mon vœu, rendre les organisations plus flexibles. Ça veut dire, par exemple, échanger des compétences en interne. Comment on rend les gens un peu plus circulants dans l'entreprise,
de la mobilité, mais de la mobilité qui peut être temporaire, sur une partie de leur temps, pour leur faire connaître d'autres environnements. Ça, c'est de la flexibilité. On peut aussi imaginer demain, il y a déjà des expériences qui se sont faites, notamment pendant le Covid, des formes d'échange de compétences entre des entreprises qui sont sur le même tissu local et qui appartiennent voilà, au même tissu économique sur un certain lieu. Ça permet aux gens de se renouveler, de gagner évidemment en efficacité, parce que ce qu'on va apprendre dans une autre organisation, bah forcément, alors c'est bien, c'est moins bien, mais c'est forcément plus riche. Donc je trouve qu'on a intérêt aujourd'hui à jouer de la polyvalence. Il y a un mot que je dis souvent, dans un monde incertain, autant être souple. Il faut surtout pas être rigide dans un monde incertain, parce qu'en fonction des scénarios, il faut toujours avoir une façon de pouvoir jouer avec son volant de business, son volant de collaborateur. Donc j'irai plutôt dans cette direction-là. Okay. Vous parlez de compétences. Est-ce qu'il y a, selon vous, des compétences sociales, relationnelles, humaines qui vous semblent indispensables pour naviguer dans un monde incertain? Je vais mettre en 1 l'entraide. Okay. Dit autrement, on dirait la coopération. Mais l'entraide, je le trouve très juste aussi, parce que ça veut dire aussi une entraide entre différentes entreprises d'un même marché qui demain, pour répondre à des sujets, par exemple, de durabilité de leur business, bah, ils vont s'associer, alors que même ils sont concurrents. Ouais. Voilà. On a par exemple, alors, notamment en RH, on a l'exemple de l'école des réseaux de transition énergétique qui regroupe 5 entreprises. Donc il y a Engie, il y a RTE, et qui vraiment prend le sujet à cœur pour aller au-devant d'une potentielle et future pénurie annoncée sur des personnes qui vont pouvoir prendre ces métiers et accompagner cette transition, et qui du coup ont des initiatives communes pour aller former et ouvrir des cours dès le lycée, et ouvrir une formation qui leur permet finalement de partager les compétences, de les former et de les partager. Donc moi je crois beaucoup à cette magnifique qualité qui est la coopération et l'entraide, et j'en citerai certainement une autre qui est une forme d'intelligence relationnelle. Okay. Parce que dans un monde incertain, c'est plutôt bien d'être à l'écoute précise des peurs de chacun et de les laisser s'exprimer. Parce que si vous ne laissez pas exprimer les peurs par rapport à l'arrivée de l'IA générative, pour ne citer qu'elle, comme peur, bah en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir des réticences dans votre équipe, vous allez avoir des résistances, que les projets vont pas avancer, qu'on va vous faire croire que c'est OK alors que ça l'est pas. Donc, il faut permettre le dialogue entre les personnes qui sont très motrices, les personnes qui sont résistantes, et ouvrir ces relations plus intelligentes. Ça va au-delà du dialogue, de hiérarchie entre le manager et le collaborateur. C'est vraiment commun à Exactement. tous les collaborateurs. Et surtout dans une équipe. Dans une équipe qui doit cohabiter avec une nouvelle transformation ou un nouvel objectif, par exemple, donner accès à tout le monde, au maximum de gens dans l'entreprise à la donnée. Bon, bah, ça vaut la peine d'accompagner ce changement. Un petit peu comme question de conclusion de cette interview, si vous deviez donner une priorité absolue aux entreprises pour construire un monde du travail plus durable, par quoi est-ce qu'elles devraient commencer? La transparence, parce que la transparence, elle implique une chose fondamentale qui s'appelle la confiance. Et que sans confiance, on n'avance pas, même on recule. Voilà, si on a la méfiance de ses collaborateurs, on va pas aller bien loin. Donc la transparence de ce qui est en train de se passer. J'aimerais qu'on puisse dire plus souvent « je ne sais pas », même si je ne sais pas pour l'instant. Je pourrais répondre à cette question plus tard. Là, vraiment, je n'ai pas les aimants pour te répondre. J'aimerais qu'on puisse aussi se sentir à l'aise pour dire à un collaborateur écoute, on se questionne un peu sur l'évolution de la dimension de l'équipe. Donc voilà, on est en train d'y réfléchir, voir comment toi tu pourrais évoluer, parce que peut-être que ton poste, on ne sait pas exactement à quelle échéance, mais il peut être supprimé, et qu'on se sente à l'aise pour le dire en fait, que ce ne soit pas des sujets tabous qui vont crisper, qui vont faire peur, qui vont cristalliser des tensions. Ouais, c'est pas la peine c'est dommage en fait, de devoir poser des arrêts maladie par manque de confiance et de transparence.
Transparence, donc confiance et puis honnêteté finalement Ouais, envers honnêteté. soi et envers les autres. Exactement. Et puis plus de reconnaissance et de valorisation sur déjà le travail accompli. Et ben, on espère que les années à venir iront dans ce sens. Je l'espère aussi. Merci beaucoup Caroline. Merci.